C'est comme quand on est dans une relation avec quelqu'un qui va nous dire « Oui, mais habille-toi comme ça ». What? Le positionnement, c'est comme les relations amoureuses. On ne mise pas sur un potentiel, on mise sur des preuves. Ce mois-ci, j'ai pris une décision business qui peut paraître complètement contre-intuitive, mais je l'ai prise. Voilà. Et je partage les coulisses de cette décision. Je suis Élodie Alexander, je suis designer et doctorante spécialisée en communication en contexte multiculturel. J'ai fondé l'Art Communique, un bureau de design de communication basé en Guyane, et mon entreprise va avoir 10 ans. 10 ans, c'est un gros palier quand même. Cette transformation, ce passage à 10 ans d'entrepreneuriat, ça me fait beaucoup réfléchir à qu'est-ce que j'ai construit en 10 ans et où est-ce que je veux continuer à aller, parce que c'est sûr, je garde mon activité 100% et l'idée c'est de monter, améliorer les services, continuer à accompagner la clientèle, continuer à développer l'entreprise, mais du coup, ça demande de repenser au positionnement. Et en fait, j'étais en train de faire ma révision mensuelle là. Je vous renvoie à cette vidéo qui parle des révisions mensuelles. Mais en faisant ma révision mensuelle, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train de shifter complètement de positionnement, que ça faisait un bon sujet du coup pour la chaîne YouTube. Et en fait, à la fois, je suis en train de travailler sur le rebranding de l'entreprise, mais à la fois, ce rebranding me demande absolument d'incarner une nouvelle posture professionnelle, une nouvelle posture dans le développement de l'entreprise. Et du coup, ça m'a fait sourire parce que je me dis, mais en fait, c'est exactement comme les relations. Bon, je ne vais pas plus loin sans vous expliquer c'est quoi un positionnement. Le positionnement, c'est ce qui distingue une organisation des autres acteurs similaires de son domaine. Et en fait, c'est vraiment la place qu'elle va choisir d'occuper dans l'esprit de ses cibles, de ses partenaires, même de ses concurrents finalement. C'est vraiment qu'est-ce qu'on va retenir de cette organisation-là. Je vais vous expliquer quel était mon positionnement avant. Quand je dis avant, c'est-à-dire que l'an dernier, et d'ailleurs il y a une vidéo qui en parle de ça, c'est que l'an dernier, j'ai décidé d'être beaucoup plus présente sur LinkedIn. Et dans cette démarche de présence sur LinkedIn, ça m'a forcé un petit peu à vraiment structurer ma présence dessus autour d'un positionnement particulier et donc autour d'une cible particulière. Parce que oui, je vous ai pas expliqué ça, mais le positionnement en général, on va avoir une cible en particulier, une approche, et puis un message clé, et puis une posture qu'on va adopter, et c'est comme ça que les gens vont arriver à nous retenir. Je vais très vite sur le sujet. Ça peut avoir un peu plus de détails que ça, mais généralement on retient 3 choses. C'est la manière dont on va travailler, c'est l'approche en particulier, la cible en particulier, et puis la différence, c'est la transformation qu'on va apporter en faisant notre service, et donc du coup le message clé, quel va être le message clé que va porter ce positionnement. Et donc l'an dernier, dans cette tentative d'investir LinkedIn et d'être plus présente et fréquente et puis d'apporter une cohérence à ma communication, je m'étais dit, j'avais basé mon positionnement un peu à partir de qui, selon moi, et qui, selon aussi les commandes qui m'étaient arrivées et qui m'étaient parvenues, on va dire, qui étaient les clients les plus susceptibles d'avoir besoin de mon offre et en même temps d'avoir aussi les budgets pour travailler avec moi. Et je m'étais concentrée sur les milieux de la santé, du médico-social et de l'ESS. Parce qu'en effet, c'était souvent ce milieu-là qui me sollicitait. Pas toujours, hein, mais en tout cas, j'avais travaillé sur des projets intéressants dans ce milieu-là et j'avais trouvé aussi des interactions vraiment utiles. Je m'étais sentie vraiment
vraiment qu'il y avait un besoin de mon approche en design, surtout des méthodes co-créatives, de design social, de design pour projet à impact et tout. Donc, je m'étais dit, voilà, c'est ma cible, je vais me concentrer sur cette cible-là. Et puis, mon message clé qu'on pouvait voir et qu'on peut voir encore jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, sur LinkedIn, c'est co-créant votre communication, fluide pour vous, clair pour vos publics. Voilà, et je me disais, souvent, comme je connaissais quand même cette cible, c'est souvent des cibles un peu débordées, qui n'ont pas le temps de communiquer, etc. Et donc, du coup, je proposais de travailler ensemble pour co-créer la communication et faire en sorte que les publics soient bien informés, parce que c'est ce qui se passe aussi dans ces milieux-là, c'est que certains bénéficiaires ont droit à des services, mais les personnes ne sont pas au courant parce que la communication n'est pas faite. Pourquoi la communication n'est pas faite? C'est parce que généralement, ce n'est pas la priorité. Soit c'est pas la priorité, soit il y a d'autres. C'est parce que j'allais dire, soit il y a d'autres urgences, mais en fait, ça veut dire, ça revient aux mêmes choses, c'est que c'est pas la priorité pour les gens. Et donc, du coup, moi, qui sais que c'est important, qui sais aussi que ça compte aussi auprès des chefs de projet, chefs de service, etc. Je m'étais dit, super, je vais accompagner là-dessus. Donc, je pensais vraiment me rendre service avec ce positionnement, mais en réalité, quand je parle de preuves là, les preuves là, c'était pas bon, hein, c'était pas bon du tout. Et en fait, moi, les retours que j'avais, et ça, c'était les déclencheurs. Les déclencheurs qui m'ont fait réfléchir et me dire, c'est peut-être pas le bon positionnement pour moi là maintenant, c'est que j'avais des retours des personnes, elles voyaient mes posts, donc mes posts fonctionnaient. Hein. Clairement, les gens voyaient, et tellement que les personnes de ces cibles-là venaient me dire « J'adore tes posts et tout, j'ai remarqué ta présence en ligne et tout ». Mais malgré le fait que les gens me disaient « J'adore tes posts », j'avais pas de demande de devis qui s'enchaînait. Donc, oui, j'adore tes posts, mais derrière là, elle est où la demande et tout? Je suis pas là pour des likes. Et puis en rendez-vous, parce que du coup quand même, parce que surtout que je distingue la communication de la prospection, donc bien sûr que j'allais contacter directement les personnes, je demandais de rendez-vous et j'arrivais à avoir des rendez-vous avec des personnes dans ce secteur. Et en fait, mes propositions étaient souvent requalifiées vers ce que les personnes savaient déjà, et effectivement, bien sûr, ça, c'est tout à fait normal, hein, mais pas forcément vers ce que je proposais. Et donc, du coup, ça faisait des rendez-vous où on me demandait des prestations plutôt de l'ordre des ressources humaines. Donc oui, on veut bien que tu fasses des ateliers pour la cohésion et fixer les valeurs ensemble. Alors que moi, les valeurs, par exemple, c'est vrai que quand je travaille sur le branding pour les entreprises, leur stratégie de marque, j'ai des ateliers qui vont traiter des valeurs, mais c'est pas dans un esprit juste simplement et uniquement de cohésion pour des ressources humaines. Je veux bien le faire une fois, deux fois, mais c'est pas le cœur de ma démarche ni tout le reste, parce que du coup, c'est qu'une étape pour ensuite travailler sur les plateformes de marque, travailler sur le discours que les équipes vont tenir, travailler aussi sur la cohérence de la communication, la cohérence de la marque et tout. Ça va un peu plus loin, c'est les valeurs, c'est juste l'étape. Et je me disais, on peut se dire oui, c'est une manière de rentrer, mais en fait, en réalité, souvent lorsque les personnes ont mis dans une case, on risque de rester dans cette case. Il faut faire un petit peu attention de se dire oui, mais c'est une manière de rentrer, oui, mais pas forcément ou pas toujours, ou sinon on risque d'être toujours assigné à la même place. Et je pense qu'il faut aller un petit peu plus en stratégie, en justesse là-dessus. Mais en tout cas, voilà, ça ne me convenait pas à 100%. Et ou sinon, le retour qui me blessait, mais là, c'est pas me blesser parce que les personnes choisissaient de me blesser, mais ça me fondait le cœur. Je vais vous dire honnêtement, c'est un retour qui me fond le cœur quand j'entends « on veut tout externaliser en communication ».
Et ça, c'est l'incompréhension totale. C'est vraiment, waouh, mais what? Ça arrive beaucoup. En Guyane, en tout cas, je trouve que ça arrive beaucoup. Ça arrive trop souvent que les entreprises cherchent à externaliser à 100%. Alors, on peut externaliser une partie de la com, mais bien sûr qu'il faut externaliser. De toutes les façons, on n'a pas le choix. Personne des imprimeries dans ces services à tel point qu'il ne s'agisse pas, à un moment donné, d'externaliser au moins la partie impression. Donc, nécessairement, on va externaliser. On va externaliser éventuellement la maintenance du site Internet. On va externaliser éventuellement certains aspects pour la présence en ligne, etc. Mais externaliser à 100% toute la communication, y compris la stratégie, what? Non, en fait, non, c'est pas possible. Et pourtant, c'est ce que les gens me renvoyaient, et moi, c'était pour moi le red flag, parce que ça veut dire que la communication n'a pas suffisamment d'importance aux yeux de ces structures pour engager leurs équipes dans des missions de communication. Et là, du coup, ça fait que la personne n'a pas besoin de mon service. Et je parle de red flag parce que c'est comme les relations, finalement. C'est comme quand on est dans une relation avec quelqu'un qui va nous dire « Oui, mais habille-toi comme ça. » What? Ou les relations, la personne, elle va tout le temps essayer de changer quelque chose chez toi parce que tu n'es pas assez comme ceci ou n'es pas assez comme cela, ou de faire un petit... Et franchement, on sent que c'est pas du tout aligné. Et là, franchement, pour moi, c'est le red flag de on veut tout externaliser. Quand je vois passer des appels d'offres, on m'envoie des appels d'offres comme ça, oui, on voudrait que externaliser tout. Donc, je ne réponds même pas aux mails, c'est pas vrai, je réponds. Je réponds pour dire, malheureusement, je ne peux pas vous accompagner parce que je considère que votre communication elle doit être vraiment pilotée dès l'interne et qu'on peut externaliser en partie. Et d'ailleurs, je peux vous accompagner là-dessus, mais je n'accompagne pas sur une externalisation à 100%. C'est contre-productif. Et puis surtout, par rapport à mon expertise, même si et c'est là où certaines personnes risquent de me dire que ma posture est contre-intuitive. C'est-à-dire que surtout ce qu'on voit quand on lit des livres pour nous aider à développer l'entrepreneuriat, nos compétences en vente, etc. Des conseils aussi qui sont largement sur YouTube et tout. Je vois souvent ce conseil-là de dire qu'il faut répondre absolument aux besoins de ses cibles. Parce que oui, clairement, on ne va pas aller vendre... on va pas aller vendre des choses que les personnes n'ont vraiment pas besoin ou n'ont pas un besoin essentiel. Et là, c'est ce qu'on appelait souvent le problème dur. Le problème, il doit être douloureux, urgent et reconnu par les cibles. Donc, effectivement, c'est pour ça que moi, j'ai pris une décision qui pourra paraître complètement contre-intuitive parce que il y a ce truc-là il faut répondre aux besoins des cibles, aux besoins des personnes, etc., etc. Oui, mais si t'as pas la bonne cible, déjà à la base, pourquoi aller chercher à répondre à un besoin qui ne te convient pas? Et là, c'est là où je pense que vraiment, quand on crée des entreprises, on ne crée pas juste un service pour répondre à une demande. Parfois les demandes n'existent pas encore. De deux, les demandes sont peut-être pas forcément alignées avec ses propres valeurs. Donc, comment on fait pour réunir vraiment ce moi, je veux apporter quelque chose et ça doit répondre vraiment à un besoin effectivement, mais ce besoin ne doit pas aller contre finalement qui je suis et qu'est-ce que j'ai envie d'amener sur Terre, comment j'ai envie de faire profiter de mon expertise des personnes, etc. Et donc du coup, plutôt que de me glisser, de me fondre dans le moule de ce que ces cibles veulent, enfin demandent, parce que du coup aussi ça me demanderait de systématiquement de me mettre à répondre à leurs exigences et à me mettre dans leur dans leurs problèmes, alors que moi j'ai déjà dépassé ce problème-là il y a longtemps.
Et je trouve des clients qui ont dépassé ce problème-là il y a longtemps. C'est souvent la question de l'urgence, de la dernière minute, on n'a pas le temps. Du coup, comme on n'a pas le temps, parce que du coup, on veut externaliser. Donc, comme on n'a pas le temps, on n'a pas le temps pour la communication. Et donc, du coup, ma communication là, des derniers temps, c'était, en tout cas sur LinkedIn, c'était beaucoup de communication dont, du coup, même si on n'a pas le temps, il faut quand même avoir une stratégie. Il faut éviter d'être pompière, etc. Mais rapidement, dans mes conseils, je trouvais que je tournais en rond, que je disais tout le temps la même chose. Ça avait fini même par me gaver. J'avais même plus envie de revenir sur LinkedIn. Et donc, du coup, je me suis dit, non, mais en fait, c'est ce que je dis. Ce n'est pas aligné avec déjà ce que j'ai envie de dire, ce n'est même pas aligné avec mon expertise parce que j'ai déjà dépassé ces questions purement organisationnelles. Je vais plus loin. Mon expertise va plus loin. Voilà. Mais c'est pas un problème. Je peux toujours travailler avec ces personnes. Juste qu'elles me demandent pas de tout externaliser parce que c'est non. Direct, c'est no way. Je ne vais pas aller sur le terrain, prendre des photos pour elles et puis ensuite m'occuper de la stratégie et puis ensuite publier pour elles à leur place. Non. Et là, vous pourriez dire, oui, mais si tu es en équipe et tout, oui, mais même si je suis en équipe, je veux pas que mon équipe, elle fasse ça, en fait. Elle a mieux à faire de son temps, de son énergie que ça. Donc, recruter en interne des personnes qui sont faites pour ça et ensuite, on vous accompagne à un autre niveau. Je suis vilaine. Et donc, du coup, quel est mon positionnement maintenant? Alors, clairement, design, communication, contexte multiculturel, design de relations, l'approche, tout ce qui est en lien avec le doctorat que je suis en train de faire en ce moment, donc dans de l'anthropologie sémiotique. Comment penser les espaces publics, penser les espaces publics à partir des savoirs et des imaginaires locaux. Et donc du coup, c'est pour ça que je parle d'anthropologie sémiotique. C'est pour ça et dans mon approche, c'est vraiment l'idée d'aller en précision, de vraiment monter aussi en expertise, parce que l'idée aussi, c'est 10 ans d'entrepreneuriat. Ok, moi, je passe mon doctorat. Derrière ça, au bout de 3-4 ans là. Est-ce que l'entreprise sera en capacité d'apporter des commandes où je pourrais être à l'aise de les faire? Parce que si je termine mon doctorat et que je pleure parce que mon entreprise me donne des commandes ou du coup je trouve que je suis pas utile là, ça va être terrible. Donc vraiment l'idée c'est de monter en expertise et faire que l'entreprise aussi elle puisse accompagner des projets de haute valeur ajoutée. Clairement, c'est ce que je recherche. Et donc pour les cibles, honnêtement, encore quelque chose qui va paraître contre-intuitif, mais pour l'an prochain mois, je n'aurai pas de cible en particulier. Voilà, c'est ma décision ultime. Non, c'est pas une décision ultime parce que en fait, on part dans une nouvelle phase de test en réalité. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire à propos de mon ancien positionnement? On pourrait se dire, ah mais c'était une erreur. C'était un mauvais positionnement et tout, elle a ciblé les mauvaises cibles et tout, et puis finalement elle n'est pas contente. Non, pas du tout. C'était très bien que j'ai ce positionnement-là. Et justement, c'est parce que j'ai osé un positionnement que je sais plus maintenant sur moi et ce que j'ai envie, sur ce que j'ai envie aussi pour l'entreprise et ce que j'ai envie aussi pour ma clientèle finalement. Et c'est comme j'ai pu avoir ce positionnement, donc j'ai pu expérimenter quelque chose et c'est là où je me répète encore une fois sur cette chaîne, mais il faut faire des révisions mensuelles. Les révisions mensuelles vont permettre d'avoir ce regard-là, de se dire qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion et tout, et la boucle. Donc, c'est vraiment un positionnement qui m'a permis de tester quelque chose et je suis dans un réajustement qui d'autant plus est important parce que ce sont les 10 ans de l'art communique, donc de mon entreprise. Je fais mon doctorat et je n'ai pas
envie là de me dire allez, je me fixe une cible et je m'y tiens et ce sera que celle-là. Non, au contraire, j'ai envie de profiter de cette année-là pour continuer à observer qu'est-ce qui se passe. Et je préfère, surtout dans ce contexte-là où moi-même je suis en transition, moi-même je suis en évolution, de me dire ok, quel sujet je préfère remonter, sur quoi j'ai envie de parler, quelles sont les choses qui m'animent, etc. Et d'observer à qui ça parle. D'observer qui est là pour commenter, d'observer qui est là pour republier, repartager, qui est là, qui est là, et de me dire, ah ben tiens, peut-être là, on a une cible là, soit à favoriser, ou soit à trouver un offre pour cette cible-là, etc. Et de voir en fait qu'est-ce qui naît des interactions déjà. Mais en tout cas, pour les prochains mois, pas de cible en particulier, parler de mon approche, parler de ce que je suis en train de faire, les coulisses des projets, les coulisses du doctorat, parler de qui je suis, mon histoire, etc. Et ensuite, voir qu'est-ce qui sort de tout ça. Mais vraiment ce truc-là de ce que j'aime et à qui ça parle. Et voir vraiment qu'est-ce qui naît et quelles données je peux en tirer pour mon business. Parce que c'est ce que je disais finalement dans ma dernière vidéo, c'est super important de faire les choses qu'on aime, surtout quand on veut de la régularité dans la communication. Vous voyez, j'ai commencé, j'ai appuyé sur play là sur la vidéo, je suis toujours en train de la faire et je pourrais parler encore des heures sur ce sujet parce que c'est des choses que j'apprécie, c'est des choses que j'aime. Vraiment, pourquoi? C'est parce que c'est pour éviter de trop galérer à communiquer sur des choses qui ne nous parlent pas trop. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai vu que je me répétais tout le temps et que je fais que répéter les mêmes posts, je parle des mêmes sujets, ça me fatigue, je veux passer à un autre. C'est avoir cet entendement-là. Mais vraiment, je vous conseille d'aller voir cette dernière vidéo sur mieux se connaître. Elle est vraiment superbe, elle est très importante. Elle permet de comprendre finalement l'importance d'avoir ce regard sur qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelle est notre personnalité, comment on peut ajuster notre com sur nous en fait et qui on est. C'est vraiment cette idée de qui on est, quelle est notre histoire, qu'est-ce qu'on porte en nous et comment notre communication va nous aider à cultiver juste un truc fondamental, l'autorisation. L'autorisation à être qui on est vraiment. Et ça, pour reprendre mon analogie là, on va aller chercher la relation idéale. Tout comme on va aller chercher les clients ou les clientes idéales, on va aller chercher les opportunités idéales, etc. Mais finalement, quand on s'autorise à être qui on est, on n'a pas besoin de se forcer pour aller chercher tout ça. À la limite, relations ou opportunités, elles viennent d'elles-mêmes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à liker, à vous abonner, à partager et je vous dis à bientôt. Sinon, pour quelqu'un de célibataire, je trouve que je suis une bonne quand c'est en amour quand même.